J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas dès l'instant où j'ai vu les hommes en costume noir remplir la salle à manger privée. C'était un mardi soir chez Bellinis, le genre de restaurant italien haut de gamme où l'élite de Manhattan venait conclure des affaires autour d'un vin de 20 ans d'âge et de pâtes roulées à la main. J'y travaillais comme serveuse depuis 8 mois, assez longtemps pour reconnaître la différence entre des banquiers de Wall Street célébrant une fusion et des hommes qui se comportaient comme s'ils possédaient plus que de simples portefeuilles d'actions. Ces hommes étaient différents. Ils se déplaçaient avec la grâce d'un prédateur, remplissant l'espace d'une énergie qui me faisait frissonner la peau. 6 d'entre eux étaient arrivés les premiers, s'éparpillant dans la salle avec une précision militaire, leurs yeux scannant constamment les lieux. Puis, il est entré. Dante Salvatore. Je ne connaissais pas son nom à l'époque, mais j'ai ressenti sa présence comme une force physique. Il était grand, bien plus d'1,80 m, avec des cheveux noirs coiffés en arrière sur un visage qui aurait pu être sculpté dans le marbre de Carrare. Des pommettes saillantes, une mâchoire qui semblait pouvoir couper du verre, et des yeux si intensément sombres qu'ils paraissaient noirs sous l'éclairage ambré tamisé. Il portait un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que mon loyer annuel, taillé si parfaitement qu'il bougeait comme une seconde peau, mais c'est la façon dont tout le monde réagissait à lui qui a vraiment attiré mon attention. Se racle la gorge. Ces hommes se sont redressés de manière presque imperceptible à son entrée. Le directeur du restaurant, Marco, a failli trébucher sur lui-même en se précipitant vers l'avant. Même l'air semblait changer, devenant plus lourd, chargé d'une autorité qui n'avait besoin d'aucune annonce. J'avais été assigné à leur table par pur hasard. Notre serveuse principale, Angela, s'était fait porter pâle, et les yeux nerveux de Marco s'étaient reposés sur moi. « Elina », avait-il dit, serrant mon épaule un peu trop fort. « J'ai besoin que tu t'occupes de la table Salvatore. Que tout soit parfait. Tu comprends ? Tout. » L'urgence dans sa voix aurait dû m'alerter. Maintenant, je me tenais à l'entrée de la salle à manger privée, mon carnet de commandes tremblant légèrement dans mes mains, alors que je les regardais s'installer autour de la longue table en acajou. Dante Salvatore était assis en bout de table naturellement, ses doigts joints devant lui, alors qu'il écoutait un homme plus âgé, aux cheveux argentés, parler en un italien rapide. J'ai pris une inspiration, lissé ma robe d'uniforme noir et poussé la porte. La conversation s'est arrêtée instantanément. 6 paires d'yeux se sont tournés vers moi, évaluant, cataloguant. Mais c'est le regard de Dante qui m'a cloué sur place. Ses yeux sombres ont voyagé de mon visage jusqu'à mes chaussures de travail raisonnables et sont remontés. Un examen lent qui a fait monter la chaleur dans mon cou. « Bonsoir, messieurs !» Ma voix est sortie plus assurée que je ne l'espérais. « Je suis Elena, et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je vous servir des boissons ou des apéritifs ?»« Whisky », a dit Dante, sa voix profonde et onctueuse comme un vieux bourbon. « Macallan, 25 secondes pour tout le monde. » Pas une question, pas une requête. J'ai hoché la tête, griffonnant rapidement, hyper consciente de ses yeux toujours fixés sur moi. « Bien sûr, je vous apporte cela immédiatement. » Alors que je me tournais pour partir, sa voix m'a arrêté. « Elena ». Mon nom dans sa bouche sonnait différemment, étranger et intime. L'accent italien faisait des syllabes une caresse. J'ai regardé en arrière. « Prends ton temps. » Ses lèvres se sont étirées en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Nous allons être ici pour un moment. » L'heure suivante s'est écoulée dans un flou d'alcool coûteux et de conversations feutrées. J'entrais et sortais de la salle, apportant des apéritifs de burrata et de prosciutto, des pâtes carbonara fraîches, un bar parfaitement saisi. À chaque fois que j'entrais, la tension semblait s'épaissir. Il négociait en quelque chose. J'ai saisi des fragments, des chiffres avec tellement de zéros qu'ils me donnèrent le tournis, des mentions de cargaison, de territoire et de Chicago. Un homme plus jeune avec une cicatrice sur la joue continuait de s'argumenter sur les délais, tandis que Dante restait étrangement calme. Ses réponses étaient mesurées et définitives. Mais il y avait un 7e homme à table qui n'était pas tout à fait à sa place.
Il était assis 3 places plus bas que Dante sur le côté droit. Un homme d'une 40aine d'années, avec des cheveux bruns clairsemés et une énergie nerveuse qui le distinguait de l'immobilité prédatrice des autres. Alors que tout le monde buvait le whisky cher sans hésitation, il touchait à peine son verre, alors qu'ils s'adossaient dans leurs chaises, avec la confiance d'hommes qui possédèrent le monde. Il restait rigide, ses yeux dardant partout dans la salle, et il ne cessait de toucher sa pince à cravate. Un petit geste répété, son pouce frottant la surface argentée toutes les quelques minutes. Je remplissais les verres d'eau pendant un échange particulièrement houleux quand j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. La pince à cravate de l'homme n'était pas qu'une pince à cravate. L'angle de la lumière l'a mal capté, ou plutôt bien capté, révélant une minuscule lentille d'épingle. Il les enregistrait. Mes mains se sont figées, l'eau éclaboussant légèrement le bord du verre que je remplissais. Les yeux de l'homme ont croisé les miens, et dans cette fraction de seconde, j'ai vu la panique traverser son visage. Il savait que je savais. Le temps a semblé ralentir. Ma formation d'infirmière, les 2 années que j'avais complétées avant que les factures médicales de mon père ne me forcent à abandonner, a pris le relais, se racle la gorge. J'avais appris à lire le langage corporel dans les hôpitaux, à repérer les minuscules signes de détresse avant qu'un patient ne s'effondre. Cet homme était sur le point de s'effondrer, et quelque chose me disait que si je n'agissais pas, des gens allaient mourir. Excusez-moi, les mots ont déboulé avant que je ne puisse les arrêter. Je suis tellement désolé de vous interrompre, mais, monsieur... J'ai fait un geste vers l'homme nerveux. Ma voix était assez forte pour que toute la table entende. Votre pince à cravate vient de tomber sur votre assiette. Je l'ai vu tomber dans vos pattes. C'était un mensonge ridicule, évident, impossible. Mais cela a forcé tout le monde à le regarder. Plus se racle la gorge, important encore, cela a forcé tout le monde à regarder sa pince à cravate, toujours fermement attachée à sa cravate. Sa minuscule lentille de caméra étincelant sous la lumière. Les yeux de Dante se sont déplacés de moi vers l'homme avec le focus lent et délibéré d'un requin sentant le sang. La compréhension a traversé son visage, une compréhension froide, mortelle. « Antonio », a dit doucement Dante, alors que la température dans la pièce chutait brutalement. « Je pense que nous devons avoir une conversation sur vos accessoires. » L'homme nommé Antonio est devenu livide. Dans le couloir, j'ai entendu le son distinct de bruits de pas. Lourd, déterminé, rapide. Qu'est-ce que je venais de faire? La pièce a explosé en mouvement. Antonio a bondi de sa chaise, la renversant en arrière avec un fracas qui a résonné contre les murs de la salle privée. Mais il n'a pas fait 2 pas avant que l'un des hommes de Dante, celui avec la cicatrice qui s'était disputé plus tôt, ne l'écrase face la première sur la table en acajou. Des assiettes ont volé en éclats, des verres à vin ont basculé, le barolo rouge foncé, saignant sur le linge blanc comme une blessure. « Ne bouge pas !» La voix de Dante était terrifiante de calme, alors qu'il se levait de son siège. Il n'avait même pas tressailli quand Antonio avait tenté de fuir. « Marco !» J'ai réalisé avec un sursaut qu'il s'adressait à quelqu'un derrière moi. Le directeur du restaurant est apparu dans l'embrasure, son visage rond pâle et transpirant. « Verrouille les portes d'entrée. Personne n'entre ni ne sort. Renvoie ton personnel par la cuisine maintenant. » Se racle la gorge. « Oui, monsieur Salvatore. Bien sûr. » Marco a disparu si vite que je me suis demandé s'il attendait exactement ce genre d'ordre. Mon cœur martelait contre mes côtes. Je devrais courir. Chaque instinct me criait de suivre Marco pour m'éloigner le plus possible de cette salle. Mais mes jambes s'étaient changées en plomb. Mon corps était figé dans une sorte de réponse primaire à la violence qui venait d'éclater autour de moi. Les yeux de Dante ont trouvé les miens à travers le chaos. « Toi, tu restes. » Ce n'était pas une requête. L'homme balafré a redressé Antonio brutalement, tordant son bras derrière son dos avec une efficacité exercée. Un autre garde s'est avancé, ses doigts manipulant la pince à cravate avec la précision méticuleuse de quelqu'un ayant déjà désarmé des dispositifs d'enregistrement.
Il l'a tenu vers la lumière, l'examinant. « Modèle standard du FBI », a-t-il confirmé dans un anglais accentué. Audio et visuel, émettant probablement vers un récepteur à moins de 200 mètres. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Le FBI. Je venais de démasquer un informateur du FBI devant la mafia. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'avais fait? Depuis combien de temps? A demandé Dante de cette voix toujours étrangement contrôlée alors qu'il contournait la table vers Antonio. Chaque pas était délibéré. Prédateur. Il avait enlevé sa veste de costume, et je pouvais voir la façon dont ses épaules remplissaient sa chemise blanche, la façon dont ses avant-bras se contractaient alors qu'il relevait ses manches. Toute la réunion a haleté Antonio, luttant contre l'emprise de fer de son ravisseur. Ils ont tout. Les routes d'expédition, les connexions de Chicago, les calendriers de paiement. Ils sont au courant pour les 500 millions. L'homme balafré l'a frappé. Un coup sec et brutal au rein qui a fait crier Antonio avant qu'il ne s'effondre. J'ai tressailli, ma main volant à ma bouche. « Assez, Luca !» Dante a levé une main, et la violence s'est arrêtée instantanément. Il s'est accroupi devant Antonio, ses mouvements presque doux. « Depuis combien de temps travailles-tu pour eux, Antonio? Combien de nos conversations ont-ils entendu? » 6 mois. Le sang coulait du nez d'Antonio. Je n'avais pas le choix. Ils avaient des preuves. Mes dettes de jeu, l'argent que j'ai détourné. Ils ont dit la prison ou la coopération. Tu avais le choix. La voix de Dante est descendue dans un murmure qui était d'une certaine manière plus terrifiant que des hurlements. Tu as mal choisi. Il s'est levé, se tournant vers l'homme aux cheveux argentés, qui avait parlé italien plus tôt. Vittorio, passe la voiture au peigne fin, la rue, partout. Trouve le récepteur et mène nos techniciens sur le coup pour limiter les dégâts. Je veux savoir exactement ce que le FBI possède. Et pour lui, a demandé Luca, se racle la gorge, tenant toujours le col d'Antonio. Dante est resté silencieux un long moment, la mâchoire serrée. Quand il a enfin parlé, ses mots étaient à peser. Emmenez-le à l'entrepôt. Je m'occuperai de lui personnellement plus tard. Discrètement. L'implication de ce mot « discrètement » m'a retourné l'estomac. J'avais lu des choses sur des hommes comme lui dans les journaux, regardé des séries policières à la télé. Mais me tenir là, voir cela se dérouler devant moi avec l'odeur du parfum coûteux et du vin renversé, la réalité était viscérale et horrifiante. Antonio a été traîné hors de la salle, ses protestations s'estompant dans le couloir. Les autres hommes bougeaient avec une efficacité rodée, collectant le matériel d'enregistrement, passant des appels téléphoniques en italien rapide. En quelques minutes, le chaos avait été organisé en une gestion de crise contrôlée. Et pendant tout ce temps, je restais figé près de la carafe d'eau que je tenais, toujours serrée dans mes mains aux jointures blanchies. Dante a congédié ces hommes d'un ton sec. Un par un, ils sont sortis jusqu'à ce que seul celui à la cicatrice, Luca, reste près de la porte, montant la garde. Puis Dante s'est tourné vers moi. Le poids total de son attention était comme se tenir sous un projecteur. Il s'est approché, chaque pas délibéré, jusqu'à se tenir à moins d'1 mètre. De si près, je pouvais voir les éclats d'ambre dans ses yeux sombres. Je pouvais sentir son parfum, le cèdre, et quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. « Quel est ton nom de famille, Elena ?» Ma bouche était sèche. « Russo. »« Italien. » J'ai hoché la tête. Ma grand-mère venait de Naples. « Et ta nonna t'a-t-elle appris à être observatrice, à remarquer ce que les autres manquent ?» Il a incliné légèrement la tête, m'étudiant comme si j'étais un puzzle qu'il ne parvenait pas tout à fait à résoudre. « Où as-tu appris cela ailleurs ?» Ma voix s'est brisée. J'ai dégluti avec peine, essayé à nouveau. J'étais en école d'infirmière avant de devoir arrêter. On vous apprend à surveiller les signes, les petits détails qui pourraient indiquer un problème. Quelque chose a traversé son visage. De la curiosité, de l'intérêt. C'était parti trop vite pour que je puisse le lire. École d'infirmière.
Il a répété les mots comme s'il les goûtait. Alors, tu es formé pour remarquer quand quelque chose ne va pas chez une personne. Oui, et tu as vu le comportement nerveux d'Antonio, la façon dont il ne cessait de toucher cette pince à cravate. Ce n'était pas une question, mais j'ai répondu quand même. Il n'était pas à sa place. Tous les autres à cette table bougeaient comme s'ils appartenaient à quelque chose. Lui bougeait comme s'il avait peur. Et la pince à cravate. La façon dont la lumière l'éclairait n'était pas normale. J'ai vu la lentille. La plupart des gens seraient restés silencieux, auraient détourné les yeux. Dante a fait un autre pas vers moi, assez près pour que je doive incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Tu aurais pu te mêler de tes affaires, finir ton service, rentrer chez toi. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? La réponse honnête me terrifiait, parce que j'avais vu ce qui allait se passer et que je ne pouvais pas laisser des gens mourir, même si ces gens étaient des criminels. Mais je ne pouvais pas dire ça. Je ne pouvais pas admettre que j'avais fait un choix en une fraction de seconde pour le protéger, lui et ses hommes, d'un coup de filet du FBI. Je ne sais pas, ai-je murmuré à la place. Ses yeux ont cherché les miens pendant un long moment, et j'ai eu la sensation troublante qu'il pouvait voir à travers chaque mensonge, chaque peur, chaque battement rapide de mon cœur. Tu viens de me sauver la vie, Elena Russo. Sa voix était calme, intime. Comprends-tu cela? L'enregistrement d'Antonio m'aurait envoyé en prison pour le restant de mes jours, ou m'aurait fait tuer. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Je n'avais pas vraiment réfléchi du tout. Ce qui signifie, a continué Dante, levant la main pour écarter de mon visage une mèche de cheveux sombres échappée de ma queue de cheval. Ses doigts effleurant à peine ma joue. Que j'ai maintenant une dette envers toi, et je paie toujours mes dettes. Ce contact a envoyé une décharge électrique le long de ma colonne vertébrale. Sa main a persisté près de mon visage un instant de trop avant de s'éloigner. « Lucas va te raccompagner chez toi », a-t-il dit, reculant et rétablissant une distance professionnelle entre nous. « Tu as fini de travailler pour la soirée. » Mais mon service n'est pas... L'ordre dans sa voix ne laissait aucune place à la discussion. « Rentre chez toi, Elena. Verrouille tes portes et ne parle à personne de ce qui s'est passé ici ce soir. Ni à tes amis, ni à ta famille. Personne. Tu comprends ?» J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Alors que Lucas m'escortait vers la porte, Dante m'a rappelé une dernière fois. « Elena !» Je me suis retourné. Son expression était illisible, mais quelque chose dans ses yeux m'a coupé le souffle. On se reverra. Cela sonnait comme une promesse, et d'une certaine manière, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage terrifié d'Antonio. J'entendais le bruit sourd du poing de Lucas s'écrasant contre sa chair. Je sentais le poids du regard sombre de Dante me clouant sur place. « Discrètement », avait-il dit. Je m'occuperai de lui discrètement. Qu'est-ce que cela signifiait? Je savais ce que cela signifiait. Je ne pouvais simplement pas me résoudre à y penser. Mon studio dans le Queens ne m'avait jamais paru aussi petit ou aussi peu sûr. J'avais vérifié les verrous 3 fois, coincé une chaise sous la poignée de porte et gardé mon téléphone serré dans ma main alors que j'étais assise sur mon vieux canapé, fixant la porte. Lucas m'avait reconduite dans un SUV noir aux vitres teintées, sans dire un mot durant les 21 minutes de trajet. Il avait attendu sur le trottoir que je sois entré dans mon immeuble. Et quand j'avais regardé par la fenêtre de mon 3e étage, le SUV était toujours là, tournant au ralenti sous le lampadaire. Il était toujours là à minuit et à 2 heures du matin. Et quand la lueur pâle de l'aube a commencé à filtrer à travers mes rideaux, j'avais appelé Bélinis à 6 heures pour me porter pâle, les mains tremblantes alors que je laissais le message vocal. Marco n'avait pas rappelé. Une partie de moi se demandait s'il y aurait même un travail où retourner, ou si le restaurant fermerait mystérieusement pour rénovation, pendant que tout le monde prétendrait que la nuit dernière n'avait jamais existé. À 9 heures du matin, j'avais bu 4 tasses de café et fait les 100 pas dans mon appartement, tellement de fois, se racle la gorge, que j'avais probablement tracé un chemin dans la moquette bon marché.
J'avais besoin de réfléchir, de digérer, de comprendre quoi faire. Je devrais aller à la police. C'était la chose à faire, n'est-ce pas? Leur parler d'Antonio, du dispositif d'enregistrement du FBI, de tout ce qui allait lui arriver dans cet entrepôt. Mais l'idée m'a serré l'estomac de peur. Don Salvatore n'était pas un petit criminel. La façon dont ces hommes bougeaient, la façon dont Marco s'était précipité pour obéir, les transactions d'1 demi-milliard de dollars discutées autour de Pat, c'était le crime organisé à son plus haut niveau. C'étaient des gens qui faisaient disparaître les témoins. Et je les avais aidés. Se racle la gorge. Dieu, je les avais aidés. Démasquer un informateur fédéral. Je pourrais aller en prison ou pire. Le coup frappé à ma porte m'a fait sursauter si violemment que j'ai renversé du café sur mon t-shirt. 3 coups secs, autoritaires et mesurés. Mon cœur s'est logé dans ma gorge. À travers le Judas, j'ai vu Lucas debout dans mon couloir étroit, paraissant incroyablement grand et déplacé parmi les murs éraflés et les néons vacillants. Il n'était pas seul. 2 autres hommes en costume sombre l'encadraient, se raclent la gorge. Mademoiselle Rousseau. Sa voix a porté à travers la porte. Monsieur Salvatore aimerait vous parler. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Comme si j'avais le choix. Mes mains tremblaient, alors que j'enlevais la chaise et déverrouillais le pêne dormant. La porte s'est ouverte, et le visage balafré de Luca est resté impassible alors qu'il m'examinait. T-shirt de nuit taché de café, pieds nus, cheveux en un chignon désordonné. Vous devez venir avec nous. Est-ce que j'ai des ennuis? La question est sortie plus faible que prévu. Quelque chose qui ressemblait à de la sympathie a traversé ses traits rudes. Monsieur Salvatore veut juste parler, mais nous devons partir maintenant. Puis-je au moins me changer? Il a hoché la tête une fois. 5 minutes. J'ai fermé la porte et j'ai foncé vers ma chambre, enfilant un jean et un simple pull noir avec des mains tremblantes. Mon esprit s'emballait. Devrais-je essayer de fuir? Descendre par l'échelle de secours? Mais où irais-je? Le SUV avait surveillé mon immeuble toute la nuit. Il savait où je vivais. Savait probablement déjà tout de moi. Je paie toujours mes dettes, avait dit Dante. Était-ce ainsi qu'il les payait? En faisant disparaître les gens lorsqu'ils devenaient encombrants? 4 minutes plus tard, je suis ressorti avec mon sac et mon téléphone, essayant de projeter un calme que je ne ressentais absolument pas. Lucas a fait un geste vers les escaliers, et les 2 autres hommes se sont placés derrière nous. Un devant, un derrière, une escorte de protection ou un convoi de prisonnières. Je ne pouvais pas faire la différence. Le SUV noir attendait au trottoir, encore plus intimidant à la lumière du jour. Lucas a ouvert la porte arrière et je me suis glissé sur des sièges en cuir qui coûtaient probablement plus que mon loyer mensuel. L'intérieur sentait le parfum cher et le danger. Nous avons conduit en silence à travers le Queens, puis traversé le pont de Queensboro vers Manhattan. Mais au lieu de se diriger vers Bellinis ou n'importe quel quartier de restaurant, nous avons tourné vers le nord. Les immeubles devenaient plus hauts, plus élégants. Des portiers en uniforme montaient en la garde devant des tours de verre. Quand nous nous sommes enfin arrêtés, c'était devant un bâtiment qui transpirait la richesse. Toute une architecture moderne de métal et de verre, avec une entrée discrète où un homme en costume gris m'a immédiatement ouvert la porte. Mademoiselle Rousseau, m'a-t-il accueilli par mon nom. Monsieur Salvatore vous attend. Par ici, s'il vous plaît. Le hall était silencieux comme un musée, tout en sol de marbre et art abstrait. Nous avons contourné les ascenseurs réguliers pour en prendre un privé à l'arrière, où l'employé avait besoin d'une carte d'accès, rien que pour l'appeler. Les portes se sont ouvertes directement sur un penthouse qui occupait tout le dernier étage. Des fenêtres du sol au plafond surplombaient Central Park, le soleil matinal faisant briller les feuilles d'automne d'or et de pourpre. L'espace était décoré de bois sombres et de tissus riches, masculins et onéreux, avec une pointe de danger dans l'art moderne tranchant au mur. Et là, debout devant ces fenêtres massives, le dos tourné vers moi, le téléphone pressé contre l'oreille,
se trouvait Dante Salvatore. Il portait un pantalon sombre et une chemise blanche, les manches relevées, révélant des avant-bras puissants. Même de dos, il commandait l'espace, sa posture dégageant le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de trône. Se racle la gorge. « Je me fiche de leurs excuses », disait-il au téléphone, sa voix dure. « La cargaison bouge ce soir, ou je trouve de nouveaux partenaires. Vous avez jusqu'à 18 heures pour confirmer. » Il a raccroché sans attendre de réponse et s'est retourné. Ses yeux sombres ont trouvé les miens à travers l'étendue de son salon. Et pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Il paraissait différent sous la lumière du matin, toujours dangereux, toujours magnétique. Mais il y avait une lassitude autour de ses yeux qui n'était pas là hier soir. Des rides de tension encadrèrent sa bouche. « Elena !» Il a prononcé mon nom comme un constat. « Merci d'être venu, comme si j'avais eu le choix. Vous aviez des hommes qui surveillaient mon appartement toute la nuit. C'est sorti comme une accusation. Pour ta protection. » Se racle la gorge. Il s'est dirigé vers un chariot de bar, versant un liquide ambré dans 2 verres en cristal. Après ce qui s'est passé, il y a des gens qui pourraient se demander comment l'informateur du FBI a été découvert. Des gens qui pourraient en penser que tu es lié à moi ou que tu en sais plus que tu ne devrais. Il a traversé la pièce vers moi, m'offrant l'un des verres. Du whisky à 9h30 du matin semblait excessif, mais mes nerfs étaient si à vif que je l'ai pris quand même. Nos doigts se sont effleurés quand j'ai accepté le verre, et le même courant électrique qu'hier soir a jailli entre nous. « Est-ce que je suis en danger ?» ai-je demandé doucement. Dante a pris une gorgée lente de sa boisson, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Cela dépend de ce que tu me dis maintenant. La vérité, Elena, se racle la gorge. Pourquoi as-tu vraiment démasqué Antonio? Et ne dis pas que tu ne sais pas. J'ai vu ton visage quand tu as réalisé ce qu'était sa pince à cravate. Tu as fait un choix à ce moment-là. Un choix délibéré. » Ma gorge s'est serrée. Le whisky a brûlé en descendant, mais il se racle la gorge, m'a donné du courage. Parce que des gens allaient être blessés, ai-je admis. J'ai vu ce qui se passait, se racle la gorge. J'ai vu qu'ils vous enregistraient, que quelque chose de mal allait se produire, et je ne pouvais pas rester là sans rien faire, se racle la gorge. Même si tu savais ce que nous étions. Sa voix est descendue plus bas, intime et dangereuse. Même si tu comprenais exactement quel genre d'homme était assis à cette table. J'ai soutenu son regard, refusant de détourner les yeux, même si chaque instinct me disait de le faire. Oui, pourquoi? La question est restée suspendue entre nous, chargée d'implications que je ne comprenais pas totalement. Pourquoi avais-je protégé des criminels? Pourquoi m'étais-je risqué? Pourquoi les yeux sombres de cet homme faisaient-ils battre mon pouls avec quelque chose qui n'était certainement pas juste de la peur? Parce qu'à ce moment-là, ai-je murmuré, j'ai vu des êtres humains sur le point d'être trahis, et je ne pouvais pas. Je ne pouvais tout simplement pas. Dante m'a étudié pendant un long moment, et j'ai eu l'impression distincte d'être évalué, ma valeur mesurée sur une échelle invisible. Puis ses lèvres se sont étirées en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, quelque chose de plus sombre, de plus possessif, compatissante et observatrice, brave et insensée. Il a posé son verre sur une table proche et a fait un pas vers moi, réduisant la distance. As-tu la moindre idée de la rareté de cette combinaison, Elena Rousseau, de sa valeur? La façon dont il a dit « valeur » a fait sonner des cloches d'alarme dans ma tête. Qu'attendez-vous de moi? Sa main s'est levée, et je me suis figé, alors que ses doigts tracèrent ma mâchoire avec une pression de plume, inclinant mon visage vers le sien. De si près, je pouvais voir le cercle plus sombre autour de ses iris. Je pouvais sentir la chaleur irradiante de son corps. « Tout », a-t-il murmuré, son pouce effleurant ma lèvre inférieure. « Mais pour l'instant, je veux que tu travailles pour moi. » Mon souffle s'est coupé. « Quoi? Tu as des compétences dont j'ai besoin. Tu remarques des choses, tu lis les gens, et tu as déjà prouvé ta loyauté.
même si tu ne le réalises pas encore. Sa main s'est retirée, laissant ma peau picoter là où il m'avait touché. Je t'offre un emploi, 20 000 $ par mois. Tu assisteras aux réunions avec moi, aux événements mondains. Tu observeras les gens avec qui je fais affaire. Tu me diras ce que tu remarques. 20 000 $. Je gagnais à peine 2 000 en travaillant 60 heures par semaine au restaurant. Vous voulez que j'espionne pour vous? Je veux que tu utilises les dons que tu possèdes déjà. Il est retourné vers les fenêtres, me laissant de l'espace pour respirer, pour réfléchir. Et en retour, je te garderai en sécurité. Je m'assurerai que le FBI ne fasse jamais le lien entre toi et hier soir. Je paierai les dettes médicales de ton père. Ma tête s'est redressée d'un coup. Comment savez-vous pour... Je sais tout de toi, Elena. Il a jeté un regard par-dessus son épaule et il y avait quelque chose de presque désolé dans son expression. À 6 heures ce matin, j'avais un dossier complet. Tes relevés de notes d'école d'infirmière. Le diagnostic de cancer de ton père il y a 3 ans, les 140 000 $ que tu dois encore en facture médicale, ton studio dans le Queens avec le lave-vaisselle cassé que ton propriétaire refuse de réparer, la Honda de 3 ans avec 320 000 km qui démarre à peine. La chaleur a envahi mon visage, un mélange de honte et de colère. Il avait envahi toute ma vie pendant que j'étais assise dans mon appartement, terrifiée et sans sommeil. Je devais savoir qui tu étais, a continué Dante, se tournant pleinement vers moi. Je devais comprendre si tu étais une menace. Ce que j'ai trouvé, c'est une femme qui a sacrifié ses rêves pour s'occuper de son père mourant, qui s'épuise au travail pour essayer de rembourser des dettes qu'il faudra des décennies à solder, qui, malgré tout ce que la vie lui a jeté au visage, a choisi la compassion plutôt que l'autopréservation. Sa voix s'est adoucie sur ces derniers mots, et quelque chose dans son expression m'a fait mal à la poitrine. « Je ne connais rien de votre monde », ai-je protesté faiblement. « Je ne saurais pas quoi chercher. » « Tu as su hier soir. Il s'est de nouveau approché, et cette fois je n'ai pas reculé. Tes instincts sont meilleurs que ceux de la plupart de mes hommes entraînés. Je l'ai vu à l'instant même où tu as remarqué le comportement d'Antonio. Ce genre d'intuition ne s'apprend pas, Elena. On l'a en soi ou on ne l'a pas. Et si je dis non, la question est restée suspendue dans l'air. La mâchoire de Dante s'est serrée de façon presque imperceptible. Alors Lucas te raccompagne chez toi. Tu retournes à ta vie. Je m'assure que l'affaire du FBI ne t'atteigne pas, et nous ne nous revoyons jamais. Se racle la gorge. Il a marqué une pause, et quelque chose a brillé dans ses yeux sombres. Quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Mais les dettes de ton père resteront. Ta voiture continuera de lâcher, et tu continueras de t'épuiser pour des pourboires et des restes de table. Ce n'était pas une menace. D'une certaine manière, c'était pire. Il exposait simplement la réalité, me montrant la porte par laquelle je pouvais repartir si je choisissais, ou celle par laquelle je pouvais entrer dans son monde. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je réussi à dire. Tu as jusqu'à ce soir. Dante a sorti une carte de visite de sa poche et l'a pressée dans ma main. Ses doigts ont persisté contre les miens. Appelle ce numéro, donne-moi ta réponse. Mais Elena, sa voix est redevenue ce murmure dangereux. Choisis avec soin, car une fois que tu auras fait un pas dans mon monde, il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai passé l'après-midi à marcher dans Central Park, la carte de visite de Dante brûlant dans la poche de ma veste. Lucas m'avait ramené dans le Queens, mais je ne pouvais supporter l'idée de rester dans mon minuscule appartement, fixant des murs qui me semblaient, soudain, être une prison. J'avais donc repris le métro vers Manhattan, se racle la gorge, errant parmi les feuillages d'automne, alors que les touristes prenaient des photos et que les enfants se poursuivaient sur l'herbe. 21 000 $, se racle la gorge, par mois. Le chiffre résonnait dans ma tête. En 6 mois, je pourrais rembourser les dettes médicales de papa complètement. En 1 an, je pourrais retourner à l'école d'infirmière. En 2 ans, je pourrais avoir la vie que j'avais abandonnée quand le cancer avait volé mon père et m'avait enterré sous les factures qu'aucun service de serveuse ne pourrait jamais effacer. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'entrer dans le monde d'un homme qui ordonnait que des gens soient emmenés dans des entrepôts pour y être traités discrètement.
Mon téléphone a vibré. Un texte d'un numéro inconnu. L'hospice de votre père a appelé. Ils ont besoin du paiement d'ici vendredi, ou ils devront le transférer dans un établissement public. J'ai fixé le message, les yeux brûlants. Papa était en unité de soins de la mémoire depuis 8 mois maintenant. L'Alzheimer lui volait un peu plus chaque jour. L'hospice privé était cher, mais propre et bienveillant. Et les infirmières se souvenaient qu'il avait été un professeur d'anglais au lycée qui aimait Hemingway et le jazz. Un établissement public ne verrait en lui qu'un corps de plus dans un lit, une tâche de plus dans la tournée d'une infirmière surmenée. Vendredi était dans 3 jours. J'avais peut-être 800 $ sur mon compte courant. Mes mains tremblaient alors que je sortais la carte de Dante. Papier cartonné, crème épais, lettres embossées, juste un numéro de téléphone, pas de nom. Comme si quiconque possédait cette carte savait déjà à qui elle appartenait. J'ai composé le numéro avant de perdre courage. Il a répondu dès la première sonnerie. Elena. Juste mon nom prononcé de cette voix profonde qui semblait résonner dans ma poitrine. Comment savait-il que c'était moi? Comment avez-vous fait pour que l'hospice de mon père m'envoie un texto? Ma voix est sortie plus tranchante que prévu. Une pause. Je ne l'ai pas fait, mais je suppose qu'ils vous ont contacté pour le paiement. Vous avez bien supposé. Je me suis affaissé sur un banc, regardant un jeune couple passer main dans la main, vivant une vie normale que je n'aurais jamais. Est-ce votre façon d'opérer? Fouiller dans la vie des gens et attendre que la pression monte jusqu'à ce qu'il n'ait plus de choix? Non. Sa réponse a été immédiate. C'est ma façon de te donner des informations pour que tu puisses prendre une décision éclairée. Tu aurais été mise au courant pour le paiement de l'hospice, quoi qu'il arrive. Je te montre simplement que je peux régler ce problème ce soir. Un seul coup de téléphone et les soins de ton père sont garantis pour l'année à venir, payés en totalité. Dieu me pardonne. J'étais tenté, si désespérément tenté. Qu'est-ce que je devrais faire exactement? Ai-je demandé doucement. Vous avez dit assister à des réunions, observer des gens. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie que tu serais à mes côtés lors de dîners d'affaires, d'événements caritatifs, de négociations. Tu observerais. Tu écouterais. Après coup, tu me dirais ce que tu as remarqué. Le langage corporel, les incohérences, tout ce qui semblait déplacé. Sa voix s'est adoucie légèrement. Tu ferais essentiellement ce que tu as déjà fait hier soir, mais de manière plus formelle. Et quand vous emmenez des gens dans des entrepôts, quand vous traitez les menaces discrètement, devrais-je voir cela aussi? Le silence s'est étiré entre nous, pesant. Tu ne serais jamais présente pour cet aspect de mes affaires, finit par dire Dante. Ce n'est pas pour cela que j'ai besoin de toi, Elena. J'ai plein d'hommes qui savent gérer la violence. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui voit la menace avant qu'elle ne devienne violente. Quelqu'un qui sait lire une salle et me dire qui ment, qui a peur, qui prépare une trahison. Un détecteur de mensonges humains. Un partenaire. Le mot a envoyé un frisson le long de ma colonne. Quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour couvrir mes arrières d'une manière que mes hommes ne peuvent pas. Vous ne me connaissez même pas. Comment pouvez-vous me faire confiance? Parce que tu avais toutes les raisons de rester silencieuse hier soir et que tu ne l'as pas fait. Parce que tu as choisi de protéger des étrangers dangereux au péril de ta propre sécurité. Ce genre d'intégrité est rare dans mon monde, inestimable. Il a marqué une pause et j'ai entendu le cliquetis de glaçons dans un verre. Et parce que j'ai passé les 12 dernières heures à tout apprendre sur toi. Ton professeur d'école d'infirmière a dit que tu avais les meilleurs instincts de diagnostic qu'il ait jamais vus. Les infirmières de l'hospice de ton père disent que tu viens 3 fois par semaine, malgré tes 60 heures de travail. Tu n'as jamais manqué un loyer, jamais eu de chèque sans provision. Tu n'as jamais choisi la facilité, même quand la vie t'en donnait toutes les excuses. La chaleur a grimpé dans mon cou. Avoir toute ma vie ainsi exposée me paraissait invasif et étrangement intime à la fois. Je pourrais encore aller à la police, ai-je dit, pour le tester. Tout leur raconter sur hier soir. Tu pourrais. Aucune menace dans sa voix, juste un constat.
Mais tu ne le feras pas parce que tu es assez intelligente pour savoir que cela te mettrait plus en danger que de rester silencieuse. Et parce que malgré ce que tu penses de moi, de ce que je fais, une partie de toi comprend pourquoi j'ai besoin de gens comme toi. Pourquoi ? Ai-je murmuré. Parce que des hommes comme Antonio existent dans mon monde. Des traîtres, des menteurs, des informateurs du FBI. Et je dois savoir qui ils sont avant qu'ils ne détruisent tout ce que j'ai bâti. Avant qu'ils ne fassent tuer des gens. Sa voix est descendue d'un ton plus intime. Je ne te demande pas de devenir une criminelle, Elena. Je te demande de m'aider à survivre dans un monde où tout le monde sourit tout en aiguisant des couteaux dans son dos. J'ai fermé les yeux, sentant le soleil d'automne sur mon visage, entendant les rires des enfants au loin. C'était le moment, le choix qui définirait tout ce qui viendrait après. Si je fais ça, ai-je dit lentement, je le veux par écrit. Un contrat. Les soins médicaux de mon père payés entièrement, pas seulement 1 an. Et je veux être clair. J'observe. Rien d'illégal. Je ne porte pas d'armes. Je ne participe pas à la violence. Je ne vous aide pas à blesser les gens. D'accord. La réponse est venue si vite qu'elle m'a surprise. Je ferai rédiger les papiers par mon avocat ce soir. Tu les examineras avec ton propre avocat si tu veux. Tout sera légal. Tout sera documenté. Tu seras employée comme consultante, ce qui est vrai à sa manière. Se racle la gorge. Je pouvais deviner le léger sourire dans sa voix. Peux-tu être à mon immeuble à 20h ce soir? Mon cœur martelait. Oui. Bien. Une pause, puis plus doucement. Elena, tu fais le bon choix. Je sais que tu n'en as pas l'impression maintenant, mais je te promets que je te garderai en sécurité. Ce n'est pas juste un arrangement commercial, c'est ma parole. La façon dont il le disait, avec une certitude absolue, a fait naître un papillonnement dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la peur. 20h, ai-je confirmé, et j'ai raccroché avant de pouvoir changer d'avis. Je suis resté sur ce banc encore 1 heure, regardant le soleil descendre, peignant le parc de teintes ambrées et dorées. Quelque part dans la ville, Dan Salvatore faisait rédiger des contrats. Quelque part ailleurs, Antonio était probablement... Je ne pouvais pas penser à Antonio. À la place, j'ai pensé à mon père, qui ne se souviendrait pas de ma visite demain, mais qui méritait de la dignité dans ces derniers mois. J'ai pensé au diplôme d'infirmière que j'avais abandonné, à la vie que j'avais mise en pause. J'ai pensé à cette étrange attraction que j'avais ressentie quand les doigts de Dante avaient tracé ma mâchoire, la façon dont ses yeux semblaient ne voir, à travers chaque défense que j'avais construite. Une décision, un coup de téléphone, et tout mon monde avait basculé sur son axe. À 19h30, je me tenais à nouveau devant l'immeuble de Dante, vêtu de la seule tenue correcte que je possédais, une robe marine achetée pour le dîner de retraite de papa il y a 3 ans. Mes mains étaient stables alors que je m'annonçais au portier. Ma respiration était calme alors que je montais dans l'ascenseur privé. Mais quand les portes se sont ouvertes directement dans son penthouse et que j'ai vu Dante debout là, dans un costume noir qui lui allait comme le péché, ses yeux sombres suivant chacun de mes mouvements, avec une intensité qui a fait rougir ma peau. C'est là que mon assurance s'est fissurée. Elena. Il a marché vers moi, tout en grâce prédatrice. Tu es venue. J'ai dit que je le ferais. Les gens disent beaucoup de choses. Il s'est arrêté devant moi, assez près pour que je doive incliner la tête pour maintenir le contact visuel. Moins nombreux sont ceux qui passent à l'acte quand c'est important. Un homme en costume coûteux se tenait près des fenêtres, une mallette à la main. L'avocat, vraisemblablement. Mais Dante ne le regardait pas. Se racle la gorge. Il ne regardait rien d'autre que moi. Les contrats sont prêts, dit doucement Dante. Mais avant que tu ne signes, avant que tu ne t'engages, je veux que tu comprennes quelque chose. Sa main s'est levée, ses doigts effleurant ma joue avec ce même toucher de plume que ce matin. Une fois que tu seras mienne, et ne t'y trompe pas, c'est de cela qu'il s'agit. Je protégerai ce qui est à moi farouchement, totalement. Personne ne te touchera. Personne ne te menacera.
Mais cela signifie aussi que tu es dans mon monde désormais. Es-tu prête pour cela? Mienne. Le mot a envoyé une spirale de chaleur à travers moi, dangereuse et grisante. J'ai pensé à papa, aux dettes qui m'écrasaient, à la vie que j'avais traînée, épuisée et sans espoir. Et j'ai pensé à l'homme debout devant moi, sombre, dangereux et magnétique, m'offrant une issue qui me terrifiait et me tentait à parts égales. « Je suis prête », ai-je murmuré. Quelque chose a brillé dans les yeux de Dante, du triomphe, de la possession, et quelque chose de plus profond que je ne pouvais nommer. Son pouce a tracé ma lèvre inférieure, et mon souffle s'est coupé. Alors bienvenue dans mon monde, Helena Rousseau. Il a reculé, sa main s'éloignant, me laissant froide sans son contact. Rendons cela officiel. L'avocat s'est approché avec les papiers, et j'ai signé mon nom, ligne après ligne, regardant l'encre me lier à Dante Salvatore, d'une manière que je commençais à peine à comprendre. Une fois la dernière signature apposée, Dante a congédié l'avocat d'un signe de tête. Nous étions seuls. « Ta première mission, dit-il, allant verser 2 verres de vin. Commence demain soir. Il y a un gala de charité au Plaza. La famille Vitali sera là, mes plus grands rivaux. J'ai besoin de savoir ce qu'ils préparent. » Il m'a tendu le vin, et nos doigts se sont touchés. Cette électricité a encore jailli. Et Helena, ses yeux ont descendu le long de mon corps et sont remontés, lents et délibérés. Il te faudra une robe, quelque chose qui forcera chaque homme dans cette salle de bal à te regarder. Parce que quand ils te regarderont, ils baisseront leur garde avec moi. Les implications de ces mots ont fait bondir mon pouls. J'allais être l'appât, une distraction magnifique, son arme secrète. J'ai levé mon verre de vin, rencontrant son regard intense. Alors, je suppose que vous feriez mieux de m'emmener faire du shopping. Le sourire de Dante était lent, dangereux et plein d'une promesse sombre. Ce sera un plaisir. La boutique sur la 5e avenue n'avait pas d'enseigne sur la porte. Cela aurait dû être mon premier indice sur le genre de richesse dans lequel Dante évoluait. Nous étions arrivés à 10 heures, 1 heure avant l'ouverture du magasin au public. Et une femme élégante aux cheveux argentés et aux yeux vifs attendait pour nous faire entrer comme si nous étions de la royauté. « Monsieur Salvatore ». Elle l'avait salué avec la familiarité de quelqu'un qui l'avait déjà habillé auparavant. « Cela fait trop longtemps, Camille. » Dante lui avait baisé les 2 joues de cette manière naturellement européenne. « J'ai besoin que tu fasses ta magie. Mademoiselle Rousseau a besoin d'une robe pour ce soir. Quelque chose qui arrêtera le trafic. » Maintenant, je me tenais sur une estrade devant 3 miroirs en pied, tandis que Camille tournait autour de moi comme un requin, étudiant chaque angle. Dante était assis dans un fauteuil en velours à 3 mètres de là, jambes croisées, un verre de whisky à la main, malgré l'heure matinale, regardant. Il avait à peine parlé depuis notre arrivée, mais je sentais son regard sur moi comme un contact physique. Cela faisait picoter ma peau de conscience. « Les bras en l'air, ma chère », a ordonné Camille, et j'ai obéi pendant qu'elle prenait des mesures, avec une efficacité exercée. « Vous avez une jolie silhouette, des épaules délicates, de belles clavicules. Nous allons mettre cela en valeur. » Elle a disparu dans l'arrière-boutique, me laissant seul avec Dante et le poids de son attention. Nerveuse? Sa voix a brisé le silence. Terrifiée, ai-je admis, me tournant vers lui. Je n'ai jamais été à un gala de charité. Je ne sais pas comment me comporter avec ces gens. Ces gens sont les mêmes que les autres. Ils ont simplement plus d'argent et de plus grands secrets. Il a pris une gorgée lente de son whisky. Tout ira bien, Helena. Fais simplement ce que tu as fait au restaurant. Observe. Écoute, remarque les détails que tout le monde manque. Et si je fais une gaffe, si quelqu'un réalise que je n'ai pas ma place? Quelque chose a traversé son visage. Il a posé son verre et s'est levé du fauteuil, s'avançant vers moi avec cette grâce prédatrice. Arrivé à l'estrade, il était assez près pour que je sente son parfum. Cèdre, fumée et quelque chose de plus sombre. Tu as ta place parce que je dis que tu as ta place.
Sa main s'est levée pour saisir ma mâchoire, inclinant mon visage vers le sien. Dans mon monde, Helena, ma parole fait loi. Quand tu entreras dans cette salle de bal à mon bras ce soir, tu seras intouchable. Comprends-tu? J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots. De si près, je pouvais voir les fines ridules autour de ses yeux, l'ombre d'une barbe naissante le long de sa mâchoire. Il était beau d'une manière dure et dangereuse, qui faisait battre mon cœur. Bien. Son pouce a effleuré ma pommette. Maintenant, respire. C'est censé être agréable. Avant que je puisse répondre, Camille est revenue, avec une brassée de robes au ton de pierres précieuses. Elle les a suspendues à un portant voisin, et même moi je pouvais dire qu'elles coûtaient plus que ce que je gagnais en un an. Commençons par celle-ci. Elle a sorti une robe vert émeraude profond, avec un décolleté plongeant. 20 minutes plus tard, je me fixais dans le miroir et reconnaissais à peine la femme qui me regardait. La soie émeraude épousait chaque courbe, le décolleté plongeant assez bas pour me rendre nerveuse. La fente sur une cuisse révélait bien trop de jambes. Non. La voix de Dante était tranchante. Trop évident. Suivante. Nous avons passé 6 autres robes. Une robe sirène rouge que Dante a rejetée comme essayant trop fort. Une robe à paillettes dorées que Camille a annulée avant même que je ne l'enfile. Une robe blanche qui me faisait ressembler, selon Dante, à un sacrifice de vierge. Je commençais à penser que rien ne le satisferait quand Camille a sorti la 8e robe. Elle était bleu nuit, presque noire sous certains éclairages, avec un corsage ajusté et une jupe fluide. Le décolleté était élégant plutôt que révélateur, mettant en valeur mes clavicules comme Camille l'avait promis. Le dos était le vrai clou du spectacle, complètement ouvert. Se racle la gorge, le tissu drapant assez bas pour me faire haleter. « Celle-ci », dit Camille avec une confiance tranquille. « Croyez-moi. » Je l'ai enfilée dans la cabine, et quand je suis sorti, l'air dans la boutique semblait changer. Dante vérifiait son téléphone, mais sa tête s'est redressée brusquement quand je suis monté sur l'estrade. Ses yeux sombres ont voyagé lentement de mon visage sur toute la longueur de la robe et sont remontés. Quand son regard a croisé le mien, l'intensité m'a coupé le souffle. « Retourne-toi », ordonna-t-il doucement. Je me suis exécuté, hyper consciente de la peau exposée de mon dos. La façon dont la robe semblait couler le long de mon corps, comme de l'eau. Dans le miroir, j'ai regardé Dante se lever de sa chaise et s'approcher. Il s'est arrêté juste derrière moi, assez près pour que je sente sa chaleur. « Parfaite », murmura-t-il, sa voix rauque. Ses doigts ont tracé le bord de la robe, là où elle s'évasait au creux de mon dos, laissant une traînée de feu. « Chaque homme dans cette salle de bal te voudra. Chaque femme se demandera qui tu es. Et la famille Vitali te sous-estimera complètement. C'est cela le but. » Ma voix est sortie plus essoufflée que prévu. Être sous-estimé. « Le but, » dit Dante, sa main se posant de façon possessive sur ma taille. « C'est qu'ils soient si distraits par toi qu'ils oublient tant de surveiller leurs paroles en ma présence. La beauté est une arme, Helena. Ce soir, tu vas apprendre à la manier. » Son reflet a croisé le mien dans le miroir. Cet homme dangereux dans son costume parfaitement taillé, sa main sur ma taille, ses yeux sombres d'une chose qui ressemblait à de la faim. Et moi, transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais pas, enveloppé de soie, nuit et debout sur le bord d'un monde que je n'aurais jamais imaginé pénétrer. « Nous la prenons », dit Dante à Camille sans me lâcher du regard. Et les chaussures, les bijoux, tout ce dont elle a besoin. L'heure suivante s'est écoulée dans un flou d'accessoires. Des talons qui rendaient entre mes jambes incroyablement longues. Des boucles d'oreilles en diamant que Camille insistait être prêtées, mais que je soupçonnais être achetées. Une pochette qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Quand nous avons enfin quitté la boutique, les housses de vêtements et les boîtes étant chargées dans la voiture de Dante par Lucas, je me sentais à la fois submergé et électrisé. « Merci,
ai-je dit alors que Dante m'ouvrait la porte de la voiture. Pour tout cela, c'est trop, mais merci. Il m'a étudié un instant, son expression illisible. Helena, ce n'est rien. Le temps que j'en ai fini avec toi, tu auras une garde-robe entière, se racle la gorge. Un nouvel appartement si tu en veux un, tout ce dont tu as besoin pour évoluer dans mon monde. Je ne veux pas de votre charité. Ce n'est pas de la charité. Il s'est penché plus près, sa voix tombant dans ce murmure intime. C'est un investissement. Tu es mienne maintenant. Tu te souviens? Et je prends soin de ce qui est à moi, toujours. Il y avait encore ce mot, mienne. Cela aurait dû me paraître possessif, étouffant. Au lieu de cela, cela a envoyé un frisson à travers moi que je ne voulais pas examiner de trop près. Alors que nous roulions dans Manhattan, Dante passait des appels en italien rapide, tandis que je fixais la fenêtre, essayant de digérer les dernières 24 heures. Hier, j'étais une serveuse en difficulté. Aujourd'hui, j'étais assise dans une voiture de luxe, portant des vêtements qui coûtaient plus que ce que je gagnais en plusieurs mois, me préparant à assister à un gala de la haute société au bras d'un chef mafieux. Mon téléphone a vibré. Un texte de l'hospice. Paiement reçu en totalité pour les 12 prochains mois. Les soins de votre père sont assurés. Mes yeux ont brûlé. J'ai jeté un regard à Dante, qui était toujours au téléphone, mais il a capté mon regard et m'a fait un petit signe de tête. Il avait tenu sa promesse. Juste comme ça, d'un seul coup de fil, il avait levé un poids qui m'écrasait depuis des années. « Merci », ai-je articulé sans un bruit. Ses yeux ont soutenu les miens un long moment avant qu'il ne retourne à sa conversation. Mais quelque chose dans son expression s'était adouci. Quand nous sommes revenus à son immeuble, Dante m'a accompagné à l'ascenseur. « Lucas passera te prendre à 19h. Coiffeur et maquilleuse viendront à ton appartement à 16h. » Coiffeur et maquilleuse? J'ai cligné des yeux. « Tu pensais que je te laisserais faire cela toute seule ?» Une pointe d'amusement a traversé son visage. « L'équipe de Camille s'assurera que tu sois parfaite. Tout ce que tu as à faire, c'est de te détendre et de les laisser travailler. » Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, mais avant que je puisse entrer, Dante a attrapé mon poignet. Son contact était doux mais ferme, me ramenant vers lui. « Ce soir sera dangereux d'une manière à laquelle tu ne t'attends peut-être pas, » dit-il calmement, son pouce traçant des cercles à l'intérieur de mon poignet. « La famille Vitali est mon ennemi. S'ils soupçonnent que tu es plus qu'une simple conquête, s'ils pensent que tu es importante pour moi, ils pourraient essayer de t'utiliser contre moi. » La peur a bondi en moi. « Alors peut-être que je ne devrais pas. Tu seras en sécurité. » Son emprise s'est serrée légèrement, se racle la gorge. « J'aurai des hommes partout. Lucas ne quittera pas ton côté quand je ne pourrai pas être avec toi. Mais j'ai besoin que tu sois intelligente. Ne t'éloigne pas seule. N'accepte de boissons de personne d'autre que moi ou Lucas. Et si quelqu'un te met mal à l'aise, tu viens vers moi immédiatement. Compris? » J'ai hoché la tête, mon cœur battant la chamade. « Bien. » Il a relâché mon poignet, mais s'est approché davantage, sa main venant encadrer mon visage. Pendant un moment suspendu, j'ai cru qu'il allait m'embrasser. Ses yeux sont descendus sur mes lèvres et la chaleur a envahi mon estomac. Mais au lieu de cela, il a pressé ses lèvres sur mon front. Un geste qui semblait d'une certaine manière plus intime qu'un baiser. « Ce soir, Helena Rousseau, » murmura-t-il contre ma peau, « leur montrera exactement qui tu es. » La salle de bal du Plaza était un palais de cristal et d'or. Des lustres pendaient du plafond, comme des cascades gelées, jetant une lumière prismatique sur les sols de marbre et les murs drapés de soie crème. Des femmes en robes de créateurs glissaient dans des nuages de parfums. Leurs bijoux captèrent la lumière à chaque mouvement. Des hommes en smokings se rassemblaient en groupe. Leurs rires étaient trop forts, leurs montres trop chères, leurs sourires trop tranchants. Je ne m'étais jamais senti aussi peu à ma place. « Respire », murmura Dante contre mon oreille, sa main ferme au creux de mon dos nu. « Tu as l'air d'être sur le point de t'enfuir. » J'y réfléchis, ai-je admis.
serrant ma pochette de soirée comme une bouée de sauvetage. Son rire bas a vibré en moi. Trop tard, on nous a repérés. Un couple s'est approché, la femme en soie écarlate avec des diamants à la gorge. L'homme aux cheveux argentés et distingué. Mais c'était la froideur de leurs yeux qui a fait picoter ma peau. Dante Salvatore. Le sourire de l'homme n'atteignait pas ses yeux. Je ne m'attendais pas à vous voir ici ce soir. Marco Vitali. La voix de Dante était cordiale mais bordée de glace. La surprise est mutuelle. Je pensais que vous étiez encore à Chicago. C'était donc cela l'ennemi. J'ai senti les doigts de Dante presser mon dos. Un rappel silencieux d'observer, d'écouter, se racle la gorge. Les affaires m'ont rappelé plus tôt. Le regard de Marco a glissé vers moi, évaluant. Et qui est cette charmante créature? Elena Russo. Dante m'a tiré plus près contre son flanc, possessif. Ma cavalière pour la soirée. Russo! La femme parla pour la première fois. Son accent était épais. Un lien de parenté avec Antonio Russo? Mon sang s'est changé en glace. Antonio, l'informateur du FBI de chez Bellinis. Était-il connecté? Était-ce un test? Je ne connais personne de ce nom, ai-je dit, gardant ma voix stable. Ce n'était techniquement pas un mensonge. Je n'avais jamais su le nom de famille d'Antonio. Dommage. Ses lèvres rouges se sont courbées. J'ai entendu dire qu'il avait disparu. Très soudainement. La menace était là, à peine voilée. La main de Dante sur mon dos a pressé plus fort, un avertissement de rester calme. Quel malheur, dit Dante avec assurance. Mais nous ne devrions pas monopoliser votre temps. Je suis sûr que vous avez d'autres invités à terroriser. Le rire de Marco fut sec. Toujours aussi charmeur Salvatore. Profitez bien de votre soirée, tous les deux. Alors qu'il s'éloignait, j'ai relâché une inspiration que je ne savais pas avoir retenue. Dante s'est penché, ses lèvres effleurant mon oreille. Tu t'en es bien sorti, mais nous devons parler. Pas ici. Il m'a guidé à travers la foule vers un coin plus tranquille près des portes de la terrasse. Lucas s'est matérialisé de nulle part, se positionnant à proximité, le dos tourné vers nous, créant une barrière. « As-tu remarqué ?» demanda doucement Dante. « Remarqué quoi ?» La façon dont Isabella Vitali a insisté sur « disparu », la façon dont Marco surveillait ta réaction. Ses yeux sombres ont cherché les miens. Ils sondent le terrain. Ils soupçonnent quelque chose à propos d'Antonio, mais ils n'en sont pas sûrs. Mais comment pourraient-ils même penser à m'interroger? Parce qu'ils ont des sources partout. Quelqu'un pourrait avoir vu travailler ce soir-là, ou entendu des rumeurs sur la façon dont leur informateur a été découvert. Sa mâchoire s'est serrée. C'est ce que je voulais dire par danger, Elena. Ces gens ne jouent pas. Ils éliminent les menaces. La peur m'a piqué, tranchante et froide. Alors peut-être que m'amener ici était une erreur. Non. Sa main a encadré mon visage, me forçant à rencontrer son regard intense. T'amener ici envoie le message que tu es sous ma protection, que te toucher signifie la guerre avec moi. Comprends-tu? Tant que tu es à mes côtés, tu es intouchable. Avant que je puisse répondre, un serveur est apparu avec du champagne. Dante a pris 2 verres, mais n'a pas bu, me fixant par-dessus le bord. Rappelle-toi ce que j'ai dit. N'accepte rien de personne d'autre. L'heure suivante fut une leçon de maître en guerre sociale. Dante se déplaçait dans la foule comme un roi, serrant des mains et échangeant des amabilités porteuses de sens cachés que je commençais à peine à saisir. Je restais à son côté, observant les visages, lisant le langage corporel. J'ai remarqué le jeune homme qui ne cessait de regarder son téléphone nerveusement. La femme plus âgée dont le sourire n'atteignait jamais les yeux quand elle parlait à Dante. L'homme d'affaires dont la poignée de main durait une fraction de seconde de trop. Sa prise testait, défiait. Et à travers tout cela, je sentais des regards sur moi, évaluant, s'interrogeant. La famille Vitali observait depuis l'autre bout de la pièce, leur attention acérée et prédatrice. Monsieur Salvatore. Une nouvelle voix nous interrompit, plus jeune, plus onctueuse. Un homme d'environ l'âge de Dante s'approcha,
Son tuxedo était impeccable, son sourire calculé. Cela faisait trop longtemps. Quelque chose changea dans le comportement de Dante. Sa posture devint plus rigide, son expression plus gardée. « Vincent, je ne savais pas que tu étais de retour à New York. Arrivé hier seulement. » Le regard de Vincent a glissé vers moi avec un intérêt évident. « Et qui est cette vision ?» Elena Rousseau. Voici Vincent Vitali, le fils de Marco. Le nom m'a frappé comme de l'eau glacée. C'était le fils de Marco, ce qui le rendait encore plus dangereux que le couple rencontré plus tôt. Enchanté. Vincent prit ma main et pressa ses lèvres sur mes articulations, ses yeux ne quittant jamais les miens. Dites-moi, Elena, comment quelqu'un d'aussi charmant finit-il avec quelqu'un d'aussi dangereux que Dante? Le destin, ai-je dit, retirant ma main, ou un terrible manque de jugement. Je n'ai pas encore décidé. Son rire fut authentique, surpris. Beauté et esprit. Dante, tu t'es surpassé. Elena n'est pas un trophée, Vincent. La voix de Dante est descendue de plusieurs degrés. Et elle n'est certainement pas intéressée par tout ce que tu es sur le point d'offrir. Protecteur déjà? Les sourcils de Vincent se sont levés. Ça doit être sérieux. Je ne me rappelle pas que tu aies jamais amené quelqu'un à ces événements auparavant. L'implication était lourde, que j'étais différente, que je comptais. J'ai senti la main de Dante se serrer presque imperceptiblement à ma taille. « Si vous voulez bien nous excuser, » dit Dante d'un ton qui n'admettait aucune discussion. « Nous avons d'autres personnes à voir. » Mais Vincent s'est approché, bloquant notre chemin subtilement. Son sourire demeurait, mais ses yeux devinrent froids. « En fait, j'espérais discuter de la cargaison de Chicago avec toi. Mon père semble penser qu'il y a eu des interférences. Je n'en saurais rien. » Non? Le regard de Vincent revint sur moi, calculateur. Parce que j'ai entendu quelque chose d'intéressant sur le restaurant Bellini, sur une certaine réunion qui a été interrompue, sur un informateur qui est soudainement devenu silencieux. Mon cœur martelait contre mes côtes. Ils savaient. Ils savaient tous. Rumeur, dit Dante avec dédain. Cette ville ne tourne qu'à ça. Peut-être. Vincent se pencha légèrement, sa voix s'abaissant. Mais voici ce qui n'est pas une rumeur. Cette cargaison représente 500 millions de dollars. De l'argent qui est maintenant en péril parce que quelqu'un a parlé. Quelqu'un a exposé nos affaires mutuelles au FBI. Mon père veut savoir qui, et il est prêt à faire la guerre pour le découvrir. La menace était claire désormais. Elle n'était plus voilée par la politesse. J'ai senti Lucas se rapprocher derrière nous, prêt. L'expression de Dante resta neutre, mais je voyais l'orage gronder derrière ses yeux. Si votre père veut discuter affaires, il peut m'appeler directement, au lieu d'envoyer son fils proférer des menaces lors de galas de charité. Pas une menace, Dante. Vincent sourit, mais c'était un sourire de prédateur. Juste une information. Considère cela comme une courtoisie professionnelle, parce que quiconque t'a aidé chez Bellini ce soir-là n'est pas en sécurité. Pas avec nous, pas avec le FBI, pas avec personne. Ses yeux rencontrèrent les miens une dernière fois, et le message était sans équivoque. Il me disait, m'avertissait qu'il soupçonnait mon implication. Profitez de votre soirée, finit par dire Vincent, s'écartant enfin. Tous les deux, tant que vous le pouvez. Il disparut dans la foule, laissant la tension crépiter dans l'air. Nous partons, dit Dante immédiatement, serrant mon coude. Maintenant. Mais avant que nous puissions bouger, les lumières de la salle de bal vacillèrent une fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement. Des cris éclatèrent autour de nous. Du verre se brisa quelque part. Dans l'obscurité, j'ai senti Dante me tirer violemment contre sa poitrine, son corps me servant de bouclier. « Reste avec moi », commanda-t-il contre mon oreille. « Ne lâche pas. » Puis j'ai entendu ce bruit distinctif d'un cran de sûreté que l'on retire. Quelqu'un avait une arme. Et dans cette salle de bal plongée dans le noir, remplie de l'élite de New York et des criminels les plus dangereux, j'ai réalisé que l'avertissement de Vincent n'avait pas été que des paroles.
La guerre avait déjà commencé. L'obscurité me pressait comme une chose vivante. Le bras de Dante était verrouillé autour de ma taille, m'écrasant contre son torse, alors que le chaos explosait autour de nous. Les gens hurlaient, les meubles se renversaient. Le verre se fracassait contre le marbre en éclats explosifs qui me faisaient siffler les oreilles. « Lucas !» La voix de Dante coupa le tumulte. « Ici, patron. » La réponse de Lucas vint de quelque part sur notre droite, calme malgré le vacarme. « Fais-la sortir. Sortie de secours, maintenant. » Non. Le mot quitta ma bouche avant que je ne puisse l'arrêter. Mes doigts s'agrippèrent à la veste de Dante. Je ne vous laisse pas. Un autre coup de feu craqua dans l'air. Plus près cette fois. Quelqu'un poussa un cri strident. L'odeur âcre de la poudre se mêlait au parfum cher et à la peur. Ce n'est pas une discussion. La main de Dante trouva mon visage dans le noir, son pouce pressant mes lèvres. « Lucas, emmène-la. » Des mains puissantes saisirent mes épaules, me tirant hors de la chaleur de Dante. Je luttais instinctivement, la panique m'envahissant. « Helena, arrête !» La voix de Lucas était urgente à mon oreille. « Si tu veux qu'il survive à ça, tu dois me laisser te mettre en sécurité. Il ne peut pas se concentrer s'il s'inquiète de te protéger. » La logique perça ma peur. Dante ne pouvait pas se battre s'il essayait de me protéger. Je le rendais vulnérable. « D'accord, ai-je soufflé. D'accord. » Le bras de Lucas m'entoura, me guidant dans l'obscurité avec une assurance surprenante. Nous avancions le long du mur, son corps incliné pour me bloquer. Derrière nous, j'entendais la voix de Dante donner des ordres rapides en italien. Froide et contrôlée, même alors que la violence explosait autour de lui. Nous avions fait peut-être 6 mètres quand les lumières de secours vacillèrent. Une illumination rouge tamisée qui changeait la salle de bal en quelque chose tiré d'un cauchemar. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Des corps au sol. Certains bougeant, rampant vers les sorties, d'autres terrifiantement immobiles. Une femme en robe dorée gisait près d'une table renversée. Le sang s'étalait sur la soie comme une fleur sombre. Des hommes en smoking s'accroupissaient derrière des colonnes, certains armes au poing, et au centre de la salle. Dante se tenait debout face à 3 hommes armés en équipement tactique noir. Pas des fêtards, des professionnels. « Bouge !» pressa Lucas, tirant plus fort, mais je ne pouvais détacher mon regard. L'un des hommes leva son arme, visant directement la poitrine de Dante. Le temps sembla ralentir. J'ai vu la main de Dante aller dans le bas de son dos, ressortant avec une arme que je n'avais pas vue. Je l'ai vu plonger et rouler, alors que l'assaillant tirait. La balle frappa là où il se tenait, une fraction de seconde auparavant. Je l'ai vu se redresser en tirant, son tir précis et mortel. L'assaillant s'effondra. « Helena, maintenant !» La voix de Lucas me ramena à la réalité. Nous atteignîmes les portes de la terrasse. Lucas les ouvrit d'un coup de pied, et l'air se racle la gorge. Frais de la nuit se précipita sur ma peau brûlante. Les bruits de la ville, le trafic, les sirènes. La vie normale paraissait obscène face à la violence à laquelle nous venions d'échapper. Un SUV noir s'arrêta en crissant au bas des marches de la terrasse. La porte s'ouvrit violemment, et un autre homme de Dante nous fit signe frénétiquement. « Montez. Les flics sont là dans 2 minutes. » Lucas me bouscula en bas des marches, me jetant pratiquement dans le véhicule. Mais alors qu'il s'apprêtait à suivre, j'attrapai son bras. « Vous devez retourner le chercher. Se racle la gorge, s'il vous plaît. » Quelque chose vacilla sur le visage balafré de Lucas. Peut-être du respect. Il sait se débrouiller seul, mademoiselle Russo. Mon travail est de vous garder en sécurité. Alors faites votre travail en vous assurant qu'il survive. Ma voix sortit plus tranchante que prévu, bordée de désespoir. Je ne pouvais pas le cacher. Lucas m'étudia un long moment. Puis, il fit un signe de tête au chauffeur. « Emmène-la à la planque. Angelo, Marco, vous restez avec elle. Ne la quittez pas des yeux. »
Il claqua la porte avant que je puisse protester, sprintant déjà vers le chaos. Le SUV démarra en trombe, les pneus crissant. Je me tordis sur mon siège, regardant par la lunette arrière les voitures de police converger vers le plaza, leurs gyrophares peignant le bâtiment en bleu et rouge alternés. Quelque part dans ce gâchis, Dante se battait encore, toujours en danger. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» demandai-je au chauffeur, ma voix toute petite. Angelo, un homme compact aux tempes grisonnantes, croisa mes yeux dans le rétroviseur. Le patron en a vu d'autres. Il s'en sortira. Mais ses mains étaient crispées sur le volant. Nous avons conduit dans un silence tendu à travers Manhattan, se racle la gorge, prenant les virages si vite que je devais me cramponner à la porte. L'autre garde, Marco, plus jeune avec une énergie nerveuse, ne cessait de surveiller par la lunette arrière, sa main glissée dans sa veste là où je supposais qu'une arme reposait. « On nous suit ?» demanda Angelo. « Pas encore. Mais ils vont chercher. »« Qui ?» ai-je exigé. « Qui a attaqué le gars-là? Était-ce la famille Vitali ?» Les hommes échangèrent des regards, mais ne répondirent pas. 20 minutes plus tard, nous sommes entrés dans un garage souterrain sous un immeuble anonyme de Tribeca. Angelo m'a aidé à sortir tandis que Marco sécurisait la zone, son arme désormais visible à la main. Ils m'ont conduite vers un ascenseur qui nécessitait une carte d'accès et un scan d'empreinte digitale. La technologie paraissait excessive jusqu'à ce que je me rappelle exactement avec qui j'étais et ce qui venait de se passer. La planque était au dernier étage, un appartement immense avec des fenêtres du sol au plafond surplombant l'Hudson River. C'était décoré comme le penthouse de Dante, bois sombre et élégance masculine, mais cela paraissait plus vide, stérile, un lieu conçu pour se cacher, pas pour vivre. « Mettez-vous à l'aise », dit Angelo, désignant un canapé en cuir. « Cela pourrait prendre quelques heures avant d'avoir des nouvelles. » Quelques heures. Dante pourrait être mort en quelques heures. Cette pensée m'a serré le thorax. Je faisais les 100 pas au lieu de m'asseoir, mes talons claquant sur le parquet, la robe bleu nuit me semblant soudain un costume emprunté à la vie de quelqu'un d'autre. Comment cela était-il devenu ma réalité? Il y a 48 heures, je servais des pâtes. Maintenant, j'étais dans une planque à attendre de savoir si l'homme qui m'avait revendiqué comme sienne avait survécu à une tentative d'assassinat. « Mienne », avait-il dit. « Tu es mienne maintenant, et que Dieu m'aide. » Je commençais à me sentir sienne, à m'inquiéter de savoir s'il vivrait ou mourrait au-delà du simple instinct de survie. Mon téléphone a vibré, numéro inconnu. Mes mains tremblaient en ouvrant le texte. Il a survécu. 6 hommes sont morts. Vitali les a envoyés. C'est la guerre. Reste où tu es. D. Un soulagement m'a envahi si puissamment que mes genoux ont flanché. Je me suis affaissé sur le canapé, le téléphone serré contre ma poitrine. Il était vivant. Mais le soulagement fut de courte durée, remplacé par une nouvelle émotion. 6 hommes morts, la guerre déclarée. Et j'en étais la raison, ou du moins une partie. Si je n'avais pas démasqué Antonio, si je m'étais juste occupé de mes affaires ce soir-là chez Bellinis, rien de tout cela ne serait arrivé. « Mademoiselle Russo. » Marco s'approcha prudemment. « Ça va ? Vous êtes devenue toute pâle. »« Il est vivant, » ai-je réussi à dire. « Dante est vivant. » Les 2 gardes se détendirent visiblement. Quoi qu'ils fussent par ailleurs, criminels, hommes de main, hommes dangereux, leur loyauté envers Dante était absolue. « Je vous l'avais dit », déclara Angelo avec une sorte de fierté. « Le patron est dur à tuer. » Un autre texte arriva. « Je viens vers toi. Ne quitte pas cet appartement. 1 heure. 1 heure. 60 minutes avant de voir de mes propres yeux qu'il allait bien. Avant que je puisse arrêter d'imaginer son corps se vider de son sang sur le sol de cette salle de bal. Je me suis levé pour marcher vers les fenêtres, fixant la ville scintillante. Quelque part là-bas, la famille Vitali planifiait son prochain coup. Quelque part, le FBI enquêtait sur la fusillade. Quelque part, on comptait les corps et on déclenchait des guerres.
Et au milieu de tout cela, il y avait moi, Helena Rousseau, ancienne étudiante infirmière et serveuse, désormais mêlée à un homme qui tuait sans hésitation et commandait la loyauté comme un roi. La fille dans le reflet de la vitre ressemblait à une étrangère, élégante dans sa robe de prix, coiffée et maquillée par des pros, les yeux plus durs qu'ils ne l'étaient 2 jours auparavant. Quand avais-je cessé d'être terrifié pour commencer à être en colère? Parce que j'étais en colère. Furieuse que la famille Vitali pense pouvoir attaquer Dante lors d'un gala de charité, enragée qu'ils aient mis des innocents en danger, livide qu'ils m'aient menacé, même indirectement. Cette réalisation aurait dû m'effrayer. Ce n'était pas ce que j'étais censé être. J'étais censé être quelqu'un de bien, d'éthique, quelqu'un qui sauvait des vies, pas quelqu'un qui se tenait dans une planque à attendre un chef de la mafia en se sentant soulagé qu'il ait tué ses assaillants. Mais peut-être que cette fille en était morte au moment où j'avais démasqué Antonio. Peut-être que j'avais franchi une ligne qu'on ne peut plus repasser. Mon téléphone vibra encore. Pas un texte cette fois, un appel du numéro inconnu. J'ai répondu. « Dante, es-tu blessé ?» Sa voix était rauque, urgente. « Est-ce qu'on vous a suivi? Es-tu en sécurité? » « Je vais bien. Tes hommes m'ont fait sortir. Es-tu d'accord ?» Une longue expiration. Des coupures mineures à cause des éclats de verre. Rien de grave. Mais Helena, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Les Vitali savent que tu étais là. Ils savent que tu es importante pour moi. Cela fait de toi une cible. Je sais. Non, tu ne sais pas. Sa voix tomba plus bas, plus intense. Ils s'en prendront à toi pour m'atteindre. Ils t'utiliseront, te blesseront, te tueront sans hésitation. Comprends-tu ce que cela signifie? Je comprenais. Cela signifiait que ma vie normale était finie. Cela signifiait que je ne pouvais pas retourner dans mon appartement, pas travailler chez Bellini, pas prétendre que je ne faisais pas partie de ce monde. Maintenant, on fait quoi? Demandai-je doucement. Silence. Maintenant, on met fin à tout ça avant qu'il ne puisse pas se bouger. Mais d'abord, j'ai besoin de te voir, besoin de m'assurer que tu vas vraiment bien. L'émotion brute dans sa voix a envoyé de la chaleur en moi malgré tout. Dépêche-toi, ai-je murmuré. Je suis déjà en route. Je l'ai entendu avant de le voir. Se racle la gorge. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux carillon. Et alors Dante entra dans la planque comme un orage à forme humaine. Sa veste de tuxedo avait disparu. Sa chemise blanche était déboutonnée au col et tachée de ce qui ressemblait à du sang. Une coupure au-dessus de son se racle la gorge. Sourcil gauche avait été pansé à la hâte, et ses articulations étaient à vif et couvertes de bleu. Mais ses yeux sombres et intenses, se sont verrouillés sur les miens, avec une telle férocité que j'ai oublié de respirer. « Sortez », ordonna-t-il, sans même regarder Angelo ou Marco. Tous les deux attendaient dans le hall. Les gardes disparurent, sans un mot, la porte se refermant derrière eux, et nous fûmes seuls. Dante franchit la distance, nous séparant en 3 grandes enjambées. Ses mains montèrent pour encadrer mon visage, l'inclinant vers la lumière, son regard parcourant chaque centimètre de moi, comme pour inventorier mes blessures. « Tu es sûr que tu n'es pas blessé ?» Sa voix était « Pas de coupure, pas de bleu. Je vais bien. Lucas m'a fait sortir avant. » Les mots s'éteignirent, alors que son pouce traçait ma pommette. Le contact était si doux qu'il contrastait violemment avec la violence émanant encore de lui. J'aurais pu te perdre ce soir. Cet aveu brut semblait arraché du plus profond de lui-même. Quand les lumières se sont éteintes et que les tirs ont commencé, tout ce à quoi je pensais, c'était que je t'avais entraîné dans le danger, que mes ennemis t'utiliseraient contre moi. Mais ils ne l'ont pas fait. Je vais bien. Nous allons tous les deux bien cette fois. Ses mains se relâchèrent et il se détourna, passant ses doigts dans ses cheveux noirs. C'est Vincent qui a planifié ça. Cette conversation n'était pas une coïncidence. Il nous faisait gagner du temps, s'assurant que nous étions en position quand ces hommes frapperaient.
La réalisation me frappa froidement. Il savait que l'attaque arrivait. C'est pour ça qu'il nous a prévenus. Pas prévenus, nargués. La voix de Dante se fit amère. Il voulait que je sache que ça arrivait, et que je sois incapable de l'empêcher. Il voulait que je me sente impuissant. Je me rapprochais, attiré par quelque chose que je ne comprenais pas totalement. Quand je touchais son épaule, il se figea sous mes doigts. « Tu n'es pas impuissant. Tu as survécu. Tu as protégé tout le monde autant que possible. » Il se tourna pour me faire face, et l'expression dans ses yeux fit bégayer mon cœur. De la douleur, de la rage, et en dessous, quelque chose de plus sombre et complexe. 6 hommes de Vitaly sont morts. Elena, j'en ai tué 4 moi-même. Il surveillait mon visage, attendant de l'horreur ou du dégoût. Est-ce que cela t'effraie? Savoir ce que ses mains ont fait? Ça aurait dû. Dieu, ça aurait dû me terrifier. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que ces mêmes mains m'avaient protégé. C'était assuré que je m'échappe pendant qu'il restait en arrière pour affronter le danger. « Non » ai-je murmuré. « Cela ne m'effraie pas. » Quelque chose flamba dans son expression. Il s'approcha, me bloquant contre la fenêtre, son corps pressant le mien jusqu'à ce que je sente sa chaleur. Je sentais l'odeur de poudre et de parfum qui collait à sa peau. Ça devrait. Sa voix retomba dans ce murmure dangereux. « Tu devrais me fuir, pas me regarder comme ça. Comme quoi? Comme si tu avais confiance en moi. Comme si tu... » Il s'arrêta, la mâchoire serrée. « Comme si tu te souciais de savoir si je vis ou si je meurs. » Mon souffle se coupa, parce qu'il avait raison. Quelque part entre le restaurant et le gala, entre sa protection et sa possession, j'avais commencé à m'en soucier. Plus qu'il n'était sage, plus qu'il n'était prudent. Peut-être que je m'en soucie, ai-je admis, ma voix à peine audible. Est-ce si mal? Sa main se leva pour saisir ma nuque, ses doigts s'emmêlant dans mes cheveux. Oui, parce que se soucier de moi, être proche de moi, cela place une cible dans ton dos. Ce soir l'a prouvé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu ne peux pas simplement me renvoyer. Les Vitaly savent déjà pour moi. Je sais, les mots semblèrent lui coûter cher. C'est pour cela que tu ne peux plus quitter ma vue, pas avant que ce soit fini, pas avant que la menace soit éliminée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela se racle la gorge, signifie que tu emménages dans mon penthouse ce soir. Tu restes avec moi sous garde constante, jusqu'à ce que la famille Vitaly ne soit plus un problème. Son pouce traça la ligne de ma mâchoire. Cela signifie que tu es mienne entièrement maintenant, Elena. Plus de vie séparée. Plus besoin de prétendre que tu ne fais pas partie de mon monde. Le côté possessif dans sa voix aurait dû faire sonner l'alarme, aurait dû me pousser à l'écarter et à exiger ma liberté. Mais au lieu de cela, un frisson sombre me parcourut. Pour combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra. Son front pressa le mien. Son souffle était chaud sur mes lèvres. Cela pourrait être des semaines, des mois. Cela pourrait être pour toujours. Si les Vitaly ne cèdent pas, pour toujours. Le mot resta suspendu, lourd de sens. Et si je dis non? Son rire fut sec. Alors je te mettrai moi-même sous garde protectrice. Je t'enfermerai dans cette planque, avec des gardes armés, jusqu'à ce que le danger soit passé. D'une manière ou d'une autre, tu ne quittes pas ma protection. Mais je préférerais que tu choisisses de rester. C'était une illusion de choix, et nous le savions tous les deux. Mais quelque chose dans ses yeux me disait que cela comptait pour lui, que mon consentement, même sous la contrainte, signifiait quelque chose. J'ai repensé à mon petit appartement du Queens, ma vieille vie s'éloignant à chaque heure qui passait. J'ai repensé au fait qu'à l'instant où j'avais démasqué Antonio, je m'étais engagé sur une voie dont je ne pouvais sortir. « D'accord », ai-je dit doucement, « je resterai avec toi. » Le soulagement traversa son visage, vite masqué. « Tu comprends ce que tu acceptes? Tu seras chez moi, dans mon lit. » Il marqua une pause, ses yeux sombres cherchant les miens. « Sous ma protection et mes règles, je ne peux pas te savoir en sécurité si tu te bats contre moi à chaque instant. Ton lit? » Mon pouce accéléra.
Pensais-tu que je te mettrais dans une chambre d'amis ?» Sa voix se fit rauque. « Que je te laisserais dormir là où je ne pourrais pas t'atteindre en quelques secondes si le danger arrivait ? Non, Helena. Tu dormiras là où je dors, là où je peux te garder en sécurité. » L'intimité de la chose me coupa le souffle. Partager son espace, son lit, sa vie d'une manière qui allait bien au-delà d'un simple arrangement. « Je ne vais pas », ai-je commencé, mais il pressa son pouce sur mes lèvres. « Je ne te demande pas de partager mon lit de cette façon. Pas encore. Pas avant que tu le veuilles. » Ses yeux flambaient. « Mais j'ai besoin de toi près de moi. Besoin de savoir que tu es en sécurité. Peux-tu m'accorder cela ?» La vulnérabilité sous son commandement brisa quelque chose en moi. Cet homme puissant et dangereux demandait, plaidait presque pour que j'aie assez confiance en lui pour le laisser me protéger. « Oui, » ai-je murmuré contre son pouce, « je peux t'accorder cela. » Il expira lentement. Et alors, avant que je puisse réaliser ce qui arrivait, sa bouche fut sur la mienne. Le baiser fut féroce et conquérant, plein de l'adrénaline, de la peur et du soulagement accumulé depuis que la salle de bal avait été plongée dans le noir. Sa main se crispa dans mes cheveux, tandis que l'autre saisissait ma hanche, me tirant contre lui. J'eus un hoquet de surprise, et il approfondit le baiser, sa langue glissant contre la mienne d'une façon qui fit flancher mes genoux. Ce n'était pas tendre, pas hésitant. C'était un homme marquant son territoire, revendiquant ce qui lui appartenait. Et Dieu me pardonne. Je l'ai embrassé en retour, tout aussi féroce. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous deux essoufflés, Dante posa son front contre le mien à nouveau. « Mienne » murmura-t-il, le mot étant à la fois une promesse et un avertissement. « Dis-le, Helena, dis-moi que tu as compris. » Mes mains avaient trouvé leur chemin vers son torse, sentant son cœur martelé sous mes paumes. « À toi » ai-je soufflé, et je le pensais plus que je n'aurais dû. Son sourire fut sombre, satisfait et plein de possession. Bien, parce que je ne partage pas ce qui est à moi, et je ne le lâche jamais. Il sortit son téléphone, donnant déjà des ordres. « Lucas, prépare le Pantouz. Je veux la sécurité doublée et la chambre d'amis convertie. Mademoiselle Rousseau emménage ce soir. » Tandis qu'il continuait à organiser ma nouvelle vie avec une efficacité impitoyable, je restais près de la fenêtre à observer mon reflet. La fille qui était terrifiée il y a 48 heures avait disparu. À sa place se tenait une femme qui venait d'accepter de vivre avec un chef mafieux, qu'il avait embrassé en retour avec une faim désespérée, qu'il avait laissé la revendiquer en un seul mot. Mienne. Et le plus terrifiant, c'est que je n'avais aucune envie de revenir en arrière. Le penthouse paraissait différent à 3 heures du matin. Le clair de lune inondait les fenêtres du sol au plafond, jetant surtout des ombres argentées. Je me tenais dans la chambre de Dante, notre chambre désormais, portant l'une de ces chemises qui m'arrivait à mi-cuisse, ma robe coûteuse jetée en tas sur le sol de la salle de bain. Le sommeil était impossible. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le flash des tirs dans le noir. J'entendais les cris. Je sentais le corps de Dante me protégeant. « Tu devrais dormir. » Sa voix venant de l'embrasure me fit sursauter. Il s'était douché. Ses cheveux noirs étaient encore humides. Il ne portait qu'un pantalon de nuit noir qui tombait bas sur ses hanches. Le pansement au-dessus de son sourcil était propre, et je pouvais voir d'autres coupures et bleues marquant sa poitrine et ses côtes, preuve d'à quel point cette nuit avait failli finir différemment. Je n'arrête pas d'y penser, ai-je admis, à ce qui a failli arriver. Il entra dans la chambre et je fus frappé à nouveau par la façon dont il commandait l'espace sans effort. Même épuisé et blessé, il irradiait le pouvoir. « Viens ici. » Il s'assit sur le bord du lit massif, tapotant la place à côté de lui. Se racle la gorge. J'y suis allé, attiré par quelque chose de plus fort que la logique. Quand je me suis assise, il a tendu le bras et m'a tiré contre lui, m'installant entre ses jambes, mon dos contre sa poitrine. Ses bras se sont refermés sur ma taille, solides et chauds. « C'est ta vie désormais, » dit-il doucement contre mes cheveux. La violence,
le danger. Devoir constamment regarder, se racle la gorge, par-dessus ton épaule. Ça ne deviendra pas plus facile, Elena. Au contraire, ça va empirer avant de s'améliorer. Est-ce que tu essaies de m'effrayer? J'essaie d'être honnête. Son étreinte se resserra. Les Vitali ne s'arrêteront pas. Ce soir n'était que le coup d'envoi. Ils reviendront vers moi plus forts. Et parce que tu es mienne, ils s'en prendront à toi aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on fait la guerre. Sa voix devint froide, tactique. J'ai déjà passé des appels. Mes hommes se mettent en position dans toute la ville. D'ici demain soir, les Vitali sauront que m'attaquer, moi et les miens, à un prix qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer. La façon décontractée dont ils discutaient de l'orchestration de la violence aurait dû me troubler. Au lieu de cela, je me suis surprise à demander « Quel genre de prix ?» Le genre qui finit par Marco Vitali me suppliant pour une pitié que je ne lui accorderai pas. Ses lèvres effleurèrent le pavillon de mon oreille. Le genre qui rappelle à chaque autre famille de New York pourquoi croiser les Salvatore est une sentence de mort. J'ai frissonné, mais pas seulement de peur. Il y avait quelque chose de sombrement séduisant dans sa certitude, sa confiance absolue en son propre pouvoir. « Tu n'as pas peur, observa-t-il. Pourquoi? Parce que tu ne laisseras rien m'arriver. » Les mots sortirent avec plus de conviction que je n'en attendais. « Tu l'as prouvé. » Son torse gronda d'une approbation sombre. « Non, je ne laisserai rien arriver. Je brûlerai cette ville entière avant de laisser quiconque te faire du mal. » Nous sommes restés assis en silence un instant, ses battements de cœur réguliers contre mon dos. Puis sa main monta pour tracer le col de la chemise que je portais, ses doigts effleurant ma clavicule. « Tu es belle dans mes vêtements, » murmura-t-il, « comme si tu m'appartenais. » La chaleur se rassembla au bas de mon ventre. « Ne l'ai-je pas déjà? Dis-le encore. » Son autre main s'aplatit sur mon ventre, me tenant contre lui. « Ce que tu as dit à la planque, j'ai besoin de l'entendre encore. » Je savais ce qu'il voulait. Je savais qu'il s'agissait de plus que de la simple possession. Il s'agissait pour lui d'avoir la confirmation que j'avais choisi cela, que je l'avais choisi, lui. Malgré tout, « Je suis à toi », ai-je murmuré. Sa prise se serra presque douloureusement. « Et je suis à toi, Elena. Tu comprends ça? Ce truc entre nous, ça va dans les deux sens. Tu ne m'appartiens pas seulement. Je t'appartiens aussi. » L'aveu me choqua. Des hommes comme Dante ne se donnaient à personne. Ils prenaient, ils commandaient, ils possédaient. Mais ils ne se rendaient pas. Je me tournai dans ses bras jusqu'à lui faire face, mes jambes de chaque côté de ses hanches. Ses mains se posèrent automatiquement sur ma taille pour me stabiliser. « Tu n'appartiens à personne, » ai-je dit, cherchant son visage. « Tu es Dante Salvatore. Tu diriges cette ville. Je ne dirige rien sans quelqu'un en qui j'ai confiance pour couvrir mes arrières. » Ses mains remontèrent sur mes flancs, ses pouces effleurant le dessous de mes seins à travers la fine chemise, sans quelqu'un qui me voit comme plus que le simple monstre que tout le monde voit. Est-ce ce que je suis pour toi? Quelqu'un qui te voit différemment? Tu es tout. L'honnêteté brute de sa voix me coupa le souffle. Tu es la raison pour laquelle je me suis battu si fort ce soir. La raison pour laquelle je détruirai les Vitali et quiconque d'autre menace ce qui est à moi. Tu es ma faiblesse et ma force, Elena, et cela me terrifie plus que n'importe quelle balle. J'encadrai son visage de mes mains, sentant le piquant de sa barbe, la ligne forte de sa mâchoire. Je te terrifie, complètement. Ses yeux brûlèrent dans les miens. Parce que je n'ai jamais voulu garder quelque chose en sécurité autant que je veux te garder en sécurité. Jamais soucié que quelqu'un reste ou parte. Jamais senti que j'avais tout perdu si quelque chose arrivait à quelqu'un d'autre. La confession resta suspendue entre nous, vulnérable et brute. C'était l'homme sous l'armure, celui qui tuait sans hésiter, mais qui me tenait comme si j'étais quelque chose de précieux. « Alors, garde-moi en sécurité », ai-je murmuré, me penchant jusqu'à ce que nos lèvres se frôlent presque. « Et je resterai.
Je couvrirai tes arrières. Je serai tout ce que tu as besoin que je sois. » Dangereuse promesse. Ses mains glissèrent dans mes cheveux. Parce que ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de te goûter à nouveau, pour me rappeler que tu es réelle, vivante et là. Alors prends ce dont tu as besoin. Il grogna bas dans sa gorge et m'entraîna dans un baiser qui me donna l'impression de tomber et de voler simultanément. Sa bouche bougeait contre la mienne, avec une faim désespérée, comme s'il essayait de me consumer, de me revendiquer, de me marquer comme sienne de toutes les manières possibles. Je l'ai embrassé avec la même intensité, mes doigts s'en mêlant dans ses cheveux humides, mon corps se pressant contre le sien. La chemise remontait alors que je bougeais, et ses mains trouvèrent ma peau nue, cartographiant la courbe de ma taille, mes hanches, mes cuisses. Helena, mon nom était une prière et une malédiction sur ses lèvres, alors qu'il rompait le baiser pour tracer un chemin de feu sur mon cou. Dis-moi d'arrêter. Dis-moi que ça va trop vite. Mais je ne voulais pas qu'il s'arrête. Je ne voulais pas penser à ce qui était trop vite ou trop dangereux. Je voulais me sentir vivante après avoir frôlé la mort. Je voulais me perdre dans cet homme qui avait tué pour moi, qui m'avait revendiqué, qui venait d'admettre que j'étais tout pour lui. « Ne t'arrête pas », ai-je soufflé. « S'il te plaît, ne t'arrête pas. » Son contrôle céda. D'un mouvement fluide, il nous retourna, me pressant contre le matelas, son corps couvrant le mien. Le poids de son corps me paraissait juste. Je me sentais en sécurité malgré, ou peut-être à cause de, le danger qu'il représentait. « Mienne », grogna-t-il contre ma gorge, ses dents effleurant ma peau sensible. « Chaque centimètre de toi, chaque souffle, chaque battement de cœur. Mienne. À toi, ai-je haleté alors que ses mains exploraient, que sa bouche trouvait des endroits qui me faisaient me cambrer contre lui. Tout à toi. » Il se recula légèrement, ses yeux cherchant les miens sous le clair de lune. « Es-tu sûr? Une fois que je t'aurai eu comme ça, une fois que nous aurons franchi cette ligne, il n'y aura plus de retour en arrière. Tu comprends ça? » Je comprenais. Ce n'était pas seulement physique, c'était me rendre à lui complètement, à sa protection, sa possession, son monde. C'était choisir l'ombre plutôt que la lumière, le danger plutôt que la sécurité, lui plutôt que tout le reste. « Je suis sûr, » ai-je murmuré, le ramenant vers moi. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Le sourire qui étira ses lèvres fut une pure satisfaction masculine. « Alors, laisse-moi te montrer exactement ce que cela signifie d'être mienne. » Et tandis que sa bouche revendiquait la mienne à nouveau, que ses mains apprenaient chaque courbe et chaque creux de mon corps, alors que je me donnais à cet homme dangereux et magnifique qui avait changé tout mon monde en 3 jours, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais passé des années à essayer de sauver mon père, à essayer d'être quelqu'un de bien, d'altruiste et de responsable, mais c'était Dante Salvatore qui m'avait sauvé. Pas de la dette ou de la galère, mais d'une vie vécue à moitié, de la prudence constante, du fait de n'avoir jamais su ce que l'on ressentait en étant complètement, absolument, désespérément désiré. Dehors, New York scintillait dans l'obscurité, pleine de menaces, d'ennemis et de guerres encore à mener. Mais ici, à cet instant, enveloppé dans les bras de Dante avec son cœur battant contre le mien, je me sentais invincible. « Reste avec moi », murmura-t-il des heures plus tard, alors que l'épuisement nous tirait enfin vers le sommeil. « Promets-moi que tu resteras. » Je me suis blotti contre lui, ma tête sur sa poitrine, ses bras enroulés protectrices autour de moi. « Je le promets », ai-je murmuré dans le noir. « Je ne vais nulle part. » Son étreinte se resserra, et je le sentis presser un baiser sur le sommet de ma tête. « Bien, parce que je ne te laisserai jamais partir. » Et le sommeil finit par nous emporter tous les deux, emmêlés dans des draps de soie et du clair de lune. Je savais que quoi qu'il arrive ensuite,
quelles que fussent les guerres que nous devrions mener, quels que fussent les dangers auxquels nous ferions face, nous y ferions face ensemble. La serveuse timide, qui était tombée par hasard dans une réunion de la mafia, avait disparu pour toujours. À sa place se tenait une femme qui avait choisi l'amour plutôt que la peur, le danger plutôt que la sécurité, et un chef se racle la gorge, mafieux impitoyable plutôt que tout le reste. Elena Russo, la femme qui appartenait à Dante Salvatore. Et je ne m'étais jamais senti aussi libre.